Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. L'Europe doit-elle être solidaire de la Grèce? Ce pays s'enfonce dans la crise. La semaine dernière, son Premier ministre, Georges Papandréou, a demandé officiellement l'aide de l'Union européenne. Mardi, les marchés financiers ont commencé à leur tour de s'affoler. Certains craignent en tout cas, un effet boule de neige. Et puis mercredi, les patrons du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne se trouvaient à Berlin. Ils essayent de trouver un moyen de sortir de cette crise et d'organiser le sauvetage en quelque sorte, avec l'aide notamment et surtout des Allemands. Alors, cette crise, à qui la faute? À la Grèce? À la crise en général? Le Fonds monétaire international ou l'Europe? Qui doit aider d'abord cette Grèce défaillante? Et puis enfin, est-ce que la zone euro constitue un handicap en cas de crise? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons le faire avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de Médias Chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien catholique La Croix. Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Avant de vous laisser la parole à tous les deux, comme d'habitude, je vous propose un premier point de vue d'un expert, c'est celui de Philippe Moreau de Farge, qui travaille à l'Institut français des relations internationales. C'est un politologue, également grand expert des questions internationales en Europe. Et c'est Julie Algret qui l'a rencontré. On regarde ensemble ces images. Le postulat, lorsque l'on devient membre de la zone euro, c'est que, je dirais, l'État a un comportement responsable et sérieux dans certains domaines. Dans des domaines, je vous le dirais, très évidents. Premièrement, le recouvrement des impôts, enfin une fiscalité sérieuse, et deuxièmement, une gestion prudente des finances publiques. Alors, il est vrai que dans ce domaine, la Grèce n'est pas la seule à avoir des comportements douteux. Mais disons que la Grèce a été très loin dans ce sens. En outre, ce qui pèse sur la Grèce, il faut le rappeler, c'est qu'à plusieurs reprises dans le passé, l'État grec a été en faillite. Donc on a l'impression que la faillite de l'État est une pratique régulière de la Grèce. Dans l'état actuel des choses, c'est la seule solution raisonnable. Aujourd'hui, il n'y a pas entre les États de la zone euro, entre les membres de la zone euro, entre schématiquement les Grecs et les Allemands, entre les Français et les Grecs, ou entre les Français et les Espagnols, une solidarité telle que l'on puisse imaginer un mécanisme institutionnel d'entrée de la zone euro. Donc, l'affaire grecque est grave, elle n'est pas terminée, elle n'est évidemment pas terminée. Comment va-t-on en sortir? Personne n'en sait rien. Donc la sagesse, c'est de mobiliser le maximum de monde. La zone euro, le FMI, et si même d'autres se présentent, pourquoi pas? Quand la Grèce dit c'est de l'ingérence, attendez, c'est une vaste rigolade, c'est une galéjade. Hein. La Grèce, elle est bien contente que le FMI vienne l'aider. Donc le FMI a évidemment une légitimité à aider, puisque le FMI est, je dirais, le grand policier et pompier. Je crois qu'il est à la fois policier et pompier du système monétaire mondial. Donc il est là pour aller au secours des situations catastrophiques. Et en général, quand il y a une situation dramatique, le FMI arrive. Simplement, le problème du FMI, c'est d'abord que, premièrement, c'est un pompier, donc il est là pour faire l'intervention d'urgence. Il n'est pas là pour une aide permanente. Et donc, il doit apporter de façon limitée. Deuxièmement, le FMI n'a pas l'argent. L'argent du FMI, c'est de l'argent qui lui a été confié par les États membres du FMI. Et bien évidemment, ces États disent, bien sûr, le FMI peut aider la Grèce, mais telles et telles conditions sont mises. Exclure un État de la zone euro, c'est véritablement fermer la zone euro, donner un sentiment qu'il n'y a aucun sentiment d'entrée. Donc il va y avoir un débat extrêmement dur là-dessus. Et probablement tout va être fait pour ne pas exclure la Grèce de la zone euro, mais ça va rester. Si la Grèce est amenée à sortir de la zone euro, il faudra revoir tout le pacte de la zone euro. C'est-à-dire quels sont les liens entre une monnaie unique et les obligations des États participant à cette monnaie unique. C'est un terrible signal d'alarme pour d'autres pays, le Portugal, l'Espagne et peut-être la France. Car un jour, d'autres pays de la zone euro peuvent dans cette situation-là. C'est pour ça que l'Allemagne est très dure. L'Allemagne redoute l'effet d'enchaînement. Alors bien sûr, on va parler de solidarité. Naturellement, c'est un mot qui prévaut à l'heure actuelle pour savoir comment la Grèce va sortir de la crise. Mais première réaction, Guillaume Goubert, est-ce que c'est la faute à la Grèce d'abord ou pas? Oui, on peut dire qu'au point de départ, c'est la faute de la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce a
très mal géré ses finances publiques et même pire, elle a triché sur ses comptes vis-à-vis de ses partenaires. Non, elle n'est pas la seule, mais c'est sans doute elle qui a poussé ça le plus loin. Non, elle n'est pas la seule, loin de là. Donc, oui, bien sûr, la Grèce a une responsabilité, mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas pour autant ne rien faire. On ne peut pas dire aux Grecs, débrouillez-vous tout seuls. Du moins s'ils restent dans la zone euro. Et comme ce serait extrêmement compliqué techniquement et politiquement de faire sortir la Grèce de la zone euro, il faut bien que les autres membres de la zone viennent à son aide. Donc solidarité, ça s'impose en quelque sorte. Vous partagez cet avis, Jean-Michel Mouton? J'ai l'impression qu'on n'a pas tellement le choix. Mais le problème, c'est qu'on n'avait rien prévu. Et on est devant une espèce d'impasse, d'inconnu, parce que le traité de Maastricht ne prévoyait pas qu'un État, d'abord, mentirait sur sa situation réelle, et il était prévu d'avoir 3% de déficit et pas plus. Et c'est à cette condition-là que les Allemands avaient dit qu'ils jouaient le jeu, parce qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner le marque, si on se souvient bien à l'époque. 3%, on est déjà en dehors des rails depuis longtemps. On est en dehors la plupart des pays. La Grèce n'est pas la seule, c'est ce que vient de dire Guillaume, on est d'accord. La Grèce n'est absolument pas la seule dans ce cas. D'autres ont triché, ou disons même l'Allemagne aussi s'est un peu arrangée, vu la crise financière que nous avons aujourd'hui. Mais le problème, c'est que nous sommes devant des inconnus. C'était pas du tout prévu par les traités. On ne sait pas comment aborder cette question-là. D'où les hésitations, les atermoiements, enfin les reculs, le retard pris. Et aujourd'hui, la situation semble bien pire que ce qu'on avait décidé à l'avance. Donc je pense que malheureusement, on n'a pas le choix. C'est ce qui semble. Les États semblent dire, tous les financiers, les responsables politiques européens et pas seulement en Europe se disent bon, on peut pas laisser tomber la Grèce. Sauf qu'on ne sait pas vraiment que faire. On ne sait pas comment, jusqu'à quel point il faut venir en aide, imposer de quelles mesures. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation quand même assez difficile pour l'Europe aujourd'hui. L'Europe traverse une phase qui est quand même pas simple. Alors du coup, ça m'amène à la deuxième question, qui est responsable. Deuxième question, parce qu'on constate depuis quelques jours, pourquoi ça traîne ? Pourquoi ça traîne ? Parce que en particulier, l'Allemagne, Jean-Luc l'a un petit peu évoqué, c'est-à-dire que les pays vertueux n'ont pas très envie de venir en aide aux pays moins vertueux. Ils disent, c'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Et donc, la fourmi allemande, elle n'a pas très très envie de casser sa tirelire pour la cigale grecque qui a fait un peu n'importe quoi, qui gère extrêmement mal ses finances publiques, où il y a un taux de fraude fiscale particulièrement élevé. Donc voilà, on a essayé plusieurs fois on a espéré qu'on allait régler l'affaire en faisant des déclarations solennelles sur le thème « Nous n'abandonnerons pas la Grèce », etc. Les marchés financiers ne s'en sont pas contentés, donc ils sont venus un petit peu tester de savoir si au-delà de ces proclamations de solidarité, on allait vraiment mettre de l'argent sur la table pour aider la Grèce. Et c'est là où les Allemands ont commencé à freiner parce qu'ils n'avaient vraiment aucune envie de venir. L'opinion allemande est très très rétive à l'idée de venir à l'aide des mauvais élèves de la classe euro. Alors, il y a un problème moral, il y a un problème simplement moral. C'est-à-dire, c'est passé aussi aux États-Unis. Quand des banques ont failli, quand des gens ont eu des pratiques qui étaient scandaleuses et qui étaient carrément occultes ou illégales, est-ce qu'il faut les aider parce qu'ils sont trop gros et s'ils tombaient, ça embêterait tout le monde? Est-ce qu'il ne faut pas les laisser tomber? Enfin, la question s'est posée aux États-Unis et on voit qu'il y a une grande banque américaine, c'est Goldman Sachs, qui a des problèmes aujourd'hui parce que visiblement ils ont eu des pratiques qui n'étaient pas tout à fait justes. Là, la Grèce a carrément falsifié ses comptes. C'est quand même pour un Allemand, un Allemand classique, même pour quelqu'un qui pense sereinement, c'est pas tout à fait acceptable. Que même pour entrer dans l'euro, il y avait des critères qui devaient être acceptés à ce moment-là, et la Grèce a falsifié ces chiffres pour pouvoir accéder à l'euro. Donc maintenant qu'on aille les aider, d'accord, mais qu'on le fasse sans sans contester et sans sourciller, moi je comprends tout à fait la position des Allemands. Alors, quand on voit les manifestations dans les rues d'Athènes, puisqu'on voit le premier plan, en tout cas d'austérité, qui va être imposé par Papandréou, c'est réduction des salaires, gel sur les retraites, je crois. Donc c'est lourd. Les Français n'accepteraient pas ce genre de plan d'austérité non plus. Est-ce que les Grecs accepteront cette austérité ? Il va bien falloir que tous nous acceptions l'austérité. Je veux dire, à un moment donné, à des degrés divers, mais je veux dire, on est actuellement, les pays pris individuellement et la zone euro collectivement, je veux dire, pour faire simple, vit au-dessus de ses moyens. Donc il y a un moment, il faudra bien faire une forme d'ajustement. Et
certaines choses pourront se résoudre par de l'inflation, des choses comme ça, mais il faudra aussi qu'on en passe par des mesures de rigueur. Je sais bien qu'en France, dès qu'on prononce le mot rigueur ou austérité, en tout cas quand on fait de la politique, on est susceptible de sauter dans les jours qui suivent. Mais je pense qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, il va falloir, sur un certain nombre de sujets, réduire nos dépenses pour les ajuster à nos moyens. Alors, si je comprends bien le discours, notamment des centrales syndicales grecques, c'est un peu comme en France quand on disait ce sont les banques qui ont fauté, ce ne sont pas les Français à payer pour les erreurs des banques. Est-ce qu'à votre avis, ça peut être le même raisonnement? Est-ce que ce sont les pauvres, entre guillemets, les pauvres Grecs qui doivent payer pour les erreurs de leurs dirigeants? C'est ça qui est tragique, c'est que c'est effectivement ce qui va se passer. C'est que les erreurs des dirigeants, on ne sait pas où sont les dirigeants aujourd'hui, mais c'est certain que c'est la population qui va payer. C'est-à-dire c'est les retraites, c'est les cotisations sociales qui vont augmenter, les impôts qui vont augmenter, le train de vie qui va certainement baisser. Alors évidemment, ça peut créer aussi une récession et empirer le phénomène. C'est très compliqué à gérer une situation comme ça pour les Grecs. Mais c'est évident que ça va se retourner contre la population. Mais je pense que ce que vient de dire Guillaume est très important. C'est-à-dire c'est le discours de la vérité. Et on ne veut pas l'entendre depuis des mois. On sait que depuis que 2007, que Nicolas Sarkozy est au pouvoir, depuis la crise de 2008, on sait qu'on vit au-dessus de nos moyens. Déjà un jour, quand M. Fillon a dit que le Premier ministre a dit qu'on était un État en faillite, il s'est fait taper dessus par tout le monde. Sauf que déjà on avait un déficit considérable. Il a doublé pratiquement. On va être nous aussi au-dessus de 100% du PIB d'endettement. On ne peut pas continuer à vitam aeternam comme ça. Il faudra bien un jour restreindre nos dépenses et se rendre compte qu'on ne peut pas se payer tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un discours qu'aucun politique ne tient. Et c'est quand même le vrai problème aujourd'hui. Alors, dans cette impression, à tort ou à raison, qu'ont notamment un certain nombre de Grecs, est-ce qu'il y a des éléments qui tirent les ficelles par derrière? On parle beaucoup aujourd'hui des agences de notation qui font baisser la réputation d'un pays du jour au lendemain. C'est le cas depuis mercredi avec l'Espagne, après le Portugal. On pense aussi aux banques qui ont beaucoup spéculé, on dit aujourd'hui, et maintenant on spécule sur les États. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des facteurs d'accélération, je dirais. Aussi bien les agences de notation, qui sont des sortes de baromètres. Alors, on peut dire que le baromètre fonctionne un peu trop par à-coup et que quelquefois, on se demande pourquoi ils prennent une décision tel jour et pas tel autre jour. Mais enfin, grosso modo, ce qu'ils indiquent, c'est quand même pas faux, même si tout ça n'est pas forcément psychologiquement géré au mieux. Les banques et les institutions financières, si elles peuvent spéculer actuellement contre la Grèce, c'est parce que la Grèce est en état de faiblesse. Je veux dire, actuellement, on ne peut pas spéculer contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est pas en état de faiblesse. Donc, je veux dire, ce sont des révélateurs et des accélérateurs, mais on ne peut pas dire que ce soit à cause d'eux si la Grèce est aujourd'hui dans cette situation. Mais ça a précipité les choses, certainement. D'accord. Les agences de notation, c'est quand même un problème, parce que ce sont des agences privées. Elles sont parfois un peu jugées parties. C'est les banques elles-mêmes ou les États qui commandent d'être notés, qui demandent à ces agences de les noter et qui payent pour être notés. Donc, Dominique Strauss-Kahn l'a dit un de ces jours, je pense qu'il a raison, il y a quand même un problème autour de ces agences de notation. Est-ce qu'elles ne devraient pas être des organismes quand même publics ou semi-publics? Pourquoi on laisse faire ça de manière aussi libre, aussi non contrôlée, non régulée? Je ne sais pas si elles n'ont pas un intérêt, parce que l'intérêt des spéculateurs, c'est d'augmenter la confusion et donc la pression. Et plus il y a de pression, plus il y a de confusion, plus les marges risquent d'être grandes dans le grand marchandage financier qui a lieu aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut revoir dans le circuit des échanges mondiaux. Tu as raison. Je veux dire, c'est vrai que ce qui ne va pas aussi bien avec les agences de notation qu'avec les marchés financiers, c'est qu'ils fonctionnent avec des à-coups incroyables, avec des techniques qui leur permettent de prendre des risques considérables en mettant peu d'argent sur la table. Oui. Donc là, il y a un vrai problème de régulation, un mot qu'on a beaucoup entendu depuis 2 ans, depuis la grande crise financière de Wall Street à la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers, etc. Et on constate en ce moment que depuis bientôt 2 ans, il n'y a pratiquement rien qui a été fait pour éviter ce type de pratique, ce type de... Je veux dire, c'est comme les banques actuellement, elles sont un peu... Enfin, les banques, c'est pas seulement les banques, c'est les institutions financières en général, les investisseurs. C'est un peu comme des conducteurs de bolides qui conduisent à 180 sur des routes où, logiquement, pour la sécurité routière, il faut peut-être pas 60, mais disons 110. Et pour le moment, il n'y a pas un code de la route et des radars et tout ce qu'il faut pour empêcher ces chauffards de conduire d'une manière dangereuse. Alors, je reviens à ma question, donc pourquoi ça traîne, des premiers éléments de réponse que vous m'avez donnés, mais je repense aussi aux échéances électorales en Allemagne. Il va y avoir des élections régionales. On a l'impression que du côté d'Angela Merkel, on fait attendre, on fait patienter un peu les Grecs en disant « moi j'ai une échéance et comme les Allemands n'ont pas envie de vous prêter de l'argent, on va attendre de laisser passer cette élection ». C'est pas aussi de la spéculation politique là? Je suis d'accord, il y a ça. Mais non, ce qui est quand même grave, c'est qu'on a une Europe des nations
Et ce sont les nations qui décident. Il y a un marchandage entre nations. On n'a pas une véritable politique européenne. Il n'y a pas de politique économique européenne. Il n'y a pas eu d'accord quand il s'est agi de venir au secours des banques. Ce qu'on a fait, il n'y a pas eu de politique commune. Il manque vraiment une dimension politique importante à l'Europe. C'est le chacun pour soi. Donc les Allemands disent là, ça ne les intéresse pas. Effectivement, il y a un moment électoral. L'opinion allemande n'est pas favorable. Donc Angela Merkel ne va pas aller soutenir la Grèce. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que s'il y avait une vraie politique européenne, s'il y avait des mécanismes qui font qu'il y ait des décisions européennes, l'Europe aurait pris une décision que ça déplaise forcément à un moment à un autre, à un État plutôt qu'un autre, c'est sûr. Tout le monde peut être forcément d'accord, ça peut coûter plus aux uns qu'aux autres. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'Europe politique aujourd'hui. D'accord, Guillaume. Le problème tient aussi à cette absence, comme le dit Jean-Luc, d'une Europe économique qui n'a pas su imaginer et anticiper ce genre de crise. Vous savez, en fait, c'est ce qu'on appelait autrefois l'engrenage, c'est-à-dire que c'était l'idée qu'en mettant en place un marché commun, on allait mettre en place une union entre les pays, et puis ensuite en se dotant d'un outil commun aussi important qu'une monnaie, forcément, ça va susciter derrière une union politique. Le problème, c'est que là, on est au milieu du gué et qu'on sent bien que les États-nations sont arrivés à une espèce de seuil de résistance et ne veulent pas céder leurs prérogatives nationales, alors que la monnaie, elle existe déjà. Et une grande partie de la crise qu'on vit en ce moment vient de là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra se décider à aller plus loin d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi loin qu'imaginer ce qu'on appelle les fédéralistes, mais d'aller un peu plus loin et d'aller dans le sens effectivement de règles économiques communes. Prendre la question du FMI, il y a eu une espèce le Fonds monétaire international. Faut-il appeler à l'aide le Fonds monétaire international pour la Grèce? Alors les Européens ont dit, ah non, surtout pas, quelle honte pour nous si on est obligé d'aller chercher le FMI, institution à échelle mondiale, pour régler un problème qui est chez nous. Le problème, c'est que la zone euro n'est absolument pas dotée d'un Fonds monétaire européen, c'est-à-dire une instance avec des méthodes, des techniques, un savoir-faire pour gérer ce genre de choses. Je veux dire, c'est à tout le moins, ça fait partie des choses qu'on peut faire sans forcément remettre en cause les pouvoirs des États-nations, c'est que la zone euro se dote d'une instance, d'un syndic de faillite, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui soit chargé de gérer ce genre de situation. Aujourd'hui, il n'y a rien, donc on va chercher le FMI parce que le FMI, il sait faire. Nous, zone euro, à l'intérieur de la zone, on ne sait pas faire. On est obligé d'aller chercher les spécialistes. D'où les atermoiements, d'où le temps passé, le temps perdu. Alors, Jean-Luc Bouton, je disais ce mercredi, le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, le patron de la Banque Centrale Européenne, était à Berlin. C'est pour pousser Angela Merkel à intervenir. Du FMI, hein. Du FMI, oui, pardon. Et Trichet aussi, le patron de la Banque Centrale. Donc tous les deux étaient là pour dire quoi aux Allemands? Il faut à tout prix intervenir? C'est-à-dire que maintenant, Angela Merkel commence à comprendre aussi qu'il peut y avoir un effet domino qui peut menacer l'euro lui-même, la zone euro. Et les Allemands n'ont pas du tout intérêt à ce que l'euro baisse et perde sa valeur. Donc là, aujourd'hui, il semble que tout le monde se soit un peu décidé à agir et à agir vite, parce qu'il semble que chaque jour qui passe puisse augmenter le coût de ce sauvetage de la Grèce. Est-ce qu'on est un peu sur cette vision de la solidarité, une vision en quelque sorte réaliste, qui est de dire il faut les aider, sinon à notre tour, nous allons pâtir de cette situation? Oui, c'est pas très altruiste tout ça. Je veux dire, c'est vrai que la question, c'est que plus on attend pour aider la Grèce, plus ça coûtera cher. Plus les sommes à mettre en jeu, c'est comme un incendie. Je veux dire, quand on éteint le feu tout de suite, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Quand on laisse le feu s'étendre sur des hectares et des hectares, il faut faire appel à des canadaires, à des moyens beaucoup plus coûteux, etc. Mutatis mutandis, c'est un peu ce qui est en train de se passer depuis 3 mois autour de l'histoire de la Grèce. Je pense que le coût du sauvetage de la Grèce a dû sans doute quelque chose comme doublé ou triplé en l'espace de 3 mois. Donc il faut parce que la Grèce n'arrête pas d'emprunter de l'argent de plus en plus cher, donc elle est de plus en plus endettée. Donc on n'en sort plus, c'est une espèce de logique perverse. Donc il est vraiment urgent de faire quelque chose dans l'intérêt de tout le monde, y compris dans l'intérêt, bien sûr, des Grecs, mais y compris dans l'intérêt des Allemands. Il y a un autre phénomène, ce qu'on peut aussi proposer à la Grèce. Moi, je lisais des articles ce matin dans la presse quotidienne, qui est de dire aux Grecs de rééchelonner la dette, leur dette. Et là, ça va coûter cher, encore plus cher aux banques françaises, tous ceux qui ont prêté. C'est en année la Grèce a emprunté à 6, 7 ou 8%, donc beaucoup de gens ont pris ces taux de ces intérêts. Et si la Grèce dit, moi, j'étale mes remboursements ou j'en annule une partie, évidemment, ça va coûter ce coup-ci très très cher aussi à des banques, notamment françaises ou allemandes, qui ont prêté. Alors j'allais justement venir à ces solutions radicales. Bien entendu, on l'a vu pour d'autres pays, je pense, il me semble, en Amérique latine ou d'autres. Oui, est-ce que également c'est un tabou de parler de rééchelonnement de la dette ou même d'annulation d'une partie de la dette?
pour un Ben pays oui, européen. bien sûr, parce qu'on est censé faire partie des pays les plus solides de la planète. Alors, admettre qu'au sein du club euro, monnaie prestigieuse, il y a un canard boiteux qu'il faudrait traiter comme effectivement un pays latino-américain, c'est mauvais pour l'amour-propre. Donc, on veut essayer d'éviter ça. Je pense qu'on a raison d'ailleurs de vouloir l'éviter. La question, c'est qu'il ne faut pas trop traîner, parce que sinon, on ne l'évitera pas. Alors, je pense à cette image de cette terrible marée noire qui risque de menacer les côtes américaines. Dans les solutions envisagées ces jours-ci, on parlait aussi de faire descendre une grande cloche au-dessus de ce puits d'or noir. Est-ce que l'image, on pourrait la prêter à ceux qui envisageraient de mettre une cloche au-dessus de la Grèce, autrement dit, de la faire sortir de la zone euro? C'est envisageable? Enfin, je pense que là, on peut toujours envisager des hypothèses comme ça, mais je pense qu'à ce moment-là, la situation pour la Grèce serait terrible, parce que là, il pourrait emprunter à quel prix, retour à la drachme. Enfin, c'est des choses qu'on peut toujours théoriquement envisager, mais je pense que les conséquences économiques pour la Grèce seraient quand même considérables, seraient terribles. Donc tout le monde est sur le même bateau et personne ne peut en sortir, Guillaume Goubert? Vous savez, je crois que c'était en 93, quand le système monétaire européen a explosé en l'espace de quelques jours, enfin, disons 2 semaines, personne n'imaginait ça, qu'au creux de l'été, on allait être obligé de suspendre tous les mécanismes du système monétaire européen. Je veux dire, on peut très bien arriver à une situation comme celle-là en relativement peu de temps. Je veux dire, donc il suffit qu'il y ait un peu de panique de part et d'autre. On sait qu'il y a 2 ans, on a quand même frôlé des catastrophes. Donc non, moi je ne mettrai pas toute ma fortune sur la survie de l'euro ad vitam aeternam. On peut très bien arriver dans une situation où on soit obligé de suspendre le fonctionnement de l'euro d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on peut dire, c'est que le faire à froid, c'est extrêmement compliqué, extrêmement. Ce serait un processus très très lent. Il y aurait des fuites de capitaux en Grèce très très importantes, parce que dès que la nouvelle serait annoncée, aussitôt tous les Grecs, beaucoup de Grecs iraient placer leur argent à l'étranger pour ne pas être convertis, que leur argent ne soit pas, leurs euros ne soient pas convertis dans une drachme ne valant 3 fois rien. Donc, ce serait très compliqué. Ce serait très dramatique. Ce serait très dramatique. Écoutez, nous verrons un petit peu l'évolution dans les semaines qui viennent. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Guillaume Goubert, en dehors de ces malheurs grecs, d'autres aspects de l'actualité vous ont frappé cette semaine? Oui, les affaires belges, c'est pas très gai ce qui se passe du côté de la Belgique. Avec une fois de plus, on sent que le pays est en train de faire un pas de plus vers la partition, une situation juridique là aussi assez inextricable. Je pense, tout ça se passe relativement pacifiquement, donc c'est déjà une bonne nouvelle en soi. On n'est pas dans le cas de la Yougoslavie. Néanmoins, que la Belgique se divise, ce serait quand même pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Donc j'espère qu'une fois de plus, ils sauront trouver une forme de compromis, mais en espérant que ce sera un petit peu plus durable que d'habitude. Est-ce qu'on peut se diviser en douceur en Europe, ou est-ce qu'on assiste à chaque fois à une balkanisation, c'est-à-dire dans la violence? Non, il y a eu des cas tout à fait pacifiques, par exemple entre la République tchèque et la Slovaquie, ce qu'on a appelé le divorce de velours, ça s'est très très bien passé en peu de temps, etc. Donc on peut imaginer, jusqu'ici ça s'est jamais passé dans la violence, bon il y a eu des mots désagréables échangés, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. On peut très bien imaginer que cette séparation se fasse relativement, tout à fait pacifiquement, mais ce serait quand même pas une bonne nouvelle pour l'Europe, que ce serait un mauvais signal adressé à des régions comme la Catalogne, comme la Lombardie en Italie, etc., qui elles-mêmes sont tentées elles aussi de faire sécession. Siège de l'Union européenne et qui d'ailleurs va prendre la présidence. Mais sur ce problème, juste un mot, moi je me demande sur ce problème, c'est que c'est lié à la mondialisation en fait, cette affaire-là. C'est que la mondialisation, c'est un grand échange où tout le monde est à même culture anglo-saxonne dominante, et chacun cherche des racines, cherche à la fois, la mondialisation, c'est les échanges mondiaux et des tribus. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une juste manière de s'insérer localement, de redécouvrir ses valeurs, sa langue? Peut-être qu'il y a une place à retrouver, peut-être aux cultures régionales en Europe. Peut-être c'est aussi ça, c'est le message de nos amis flamands. Vous aviez aussi un contrepoint par ailleurs? Moi j'ai un contrepoint. Brièvement. Dans Réforme, nous avons titré sur l'Angleterre. Il se passe quelque chose d'intéressant en Angleterre. Des élections d'abord? Des élections, mais au cours de ces élections, il se passe quelque chose d'intéressant. Un troisième homme, peut-être. Voilà,
les deux partis, les deux grands partis traditionnels, conservateurs et travaillistes en Angleterre, font face aux sociodémocrates, aux libéraux-démocrates. Ce Nick Clegg, et non pas Johnny Clegg, ce Nick Clegg qui a fait un triomphe à la télévision, qui est très très bien passé, qui est un type assez brillant, c'est vrai, mais surtout qui donne une autre vision, et en plus il est très européen, ce qui pour l'Angleterre peut être intéressant. Donc il y a là une espèce de bouleversement du jeu politique qui peut être tout à fait intéressant, même si les élections, le système anglais va faire que cet homme n'aura pas la majorité, mais il peut y avoir des alliances qui peuvent donner un pouvoir autre en Angleterre, et c'est toujours intéressant qu'il y ait un renouvellement politique. Ça veut dire que le modèle par excellence des démocraties en Occident, où il y a les deux camps, conservateurs et travaillistes, pourrait voler en éclats? Ce modèle, oui, on pensait un peu que c'est un modèle universel, c'est le modèle aux États-Unis, on voulait en France faire pareil, qu'il y ait deux blocs, et finalement on se rend compte même en France que c'est pas idéal, la droite va en revenir, et qu'il y ait plusieurs partis, qu'il y ait des alliances, ça peut aussi être une méthode de gouvernement intéressante, qui est passer des compromis, c'est aussi une manière de faire de la politique. On verra ça également. Ce sont des perspectives pour cette fin de printemps. Cette émission s'achève, comme vous le devinez. Vous pouvez la revoir ou bien entendu réagir sur notre site internet www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Guillaume et Jean-Luc, d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un très bon week-end.